bonsoir tout le monde. Hello, bonsoir. Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à bord. Alors, je pense que vous reconnaissez un petit peu les lieux. On est chez moi, pour le coup, voilà. C'est Timekeeper qui nous héberge ce soir. Ce soir, hébergement à la maison. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live que ce soir, on va consacrer à une des attractions les plus mythiques de l'univers Disney. Autopia? C'est quand même con qu'on puisse pas éjecter quelqu'un pendant un live. Donc en l'occurrence, on va la faire sur Space Mountain en l'occurrence. Une attraction qui techniquement a commencé dès 1975, peut-être même un petit peu avant au niveau de son histoire. Avant toute chose, on va peut-être juste représenter un petit peu, parce que pour des fois qu'il y en a certains qui viennent, qui découvrent un petit peu nos tronches et qui se disent « mais qui c'est les gars là ?» Déjà, on va commencer par toi, Tom Moreau, je t'en prie, vas-y. Bonsoir à tous et à tous, donc comme Timekeeper venait de le dire, je suis Tom Moreau, l'archiviste. Vous me connaissez peut-être après m'avoir découvert sur la chaîne YouTube du même nom, l'archiviste, dans laquelle je réalise quelques vidéos sur l'histoire Disney en essayant d'y apporter une touche d'humour et en espérant que ça vous fasse découvrir l'univers Disney un peu différemment de ce que vous pouvez trouver dans les réseaux, les médias de masse, la télé, la radio et compagnie. Voilà, pour faire en bref ma présentation. Et donc laissez-moi aussi vous présenter rapidement mon acolyte, Timekeeper 92. Bonsoir tous. Donc effectivement, je vérifie que le synthé s'affiche bien, c'est correct, c'est bon, parfait, je suis Timekeeper, hop là, et je me suis gouré de caméra, c'est parfait. Je suis Timekeeper, donc du coup, vous me connaissez pour avoir fait quelques petites reconstructions 3D autour de Star Tours et de Space Mountain à travers le temps. Il s'avère que là, ce soir, j'ai une autre petite surprise à vous proposer, on en parlera plus tard. Mais comme Tom ici présent, je fais partie aussi des fans inconditionnels des attractions du parc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me demander d'aller chercher les personnages ou ce genre de choses. Non, par contre, moi, c'est les attractions et l'univers de l'entertainment themé qui m'intéresse en l'occurrence. Et ça tombe bien, c'est le sujet de ce live avec Space Mountain. Alors, pour commencer, on va attaquer avec peut-être une petite mise en contexte sur ce que c'est que Space. Space, d'abord, c'est une attraction qui a été ouverte en tout début en Floride, puisque c'est un concept qui à l'origine vient de la Floride, qui a été ouvert en décembre 1974 en soft opening là-bas, c'est en pré-ouverture, pour ouvrir finalement en janvier 1975 au grand public. Cette attraction était une attraction qui se voulait révolutionnaire pour l'époque. Et qu'il était effectivement. Et qu'il était effectivement, puisqu'il s'agissait du premier enclosed coaster, c'est-à-dire la première montagne russe enfermée en intégralité dans le noir pour simuler justement le vide spatial, mais c'est une attraction qui techniquement était à l'idée déjà dans la tête de Walt Disney dès 1960, puisqu'il avait déjà à l'idée de faire une sorte de starport qui était donc une sorte de spatioport dans Tomorrowland. Une sorte de méga complexe dans lequel on y retrouverait plusieurs attractions les imbriquées les unes dans les autres. Donc il y avait effectivement le People Mover qui aurait été inclus dans le concept, le Disneyland Railroad, enfin le Walt Disney World Railroad, éventuellement Autopia et éventuellement Space Mountain, enfin la montagne russe principale qui se serait retrouvée à l'intérieur. Ça aurait créé un méga complexe intérieur. Exactement. Et ça, mine de rien, c'est très important parce que comme vous allez le voir, en fait, l'évolution de Space, donc 75, première version, celle de Floride, 77, la seconde version qui devait être faite sur un espace beaucoup plus réduit, celle de Californie en l'occurrence, pour intégrer à la place des Flying Saucers, donc des soucoupes volantes qu'ils ont essayé de répliquer il n'y a pas très longtemps à Carsland en Californie toujours. Et qui a parfaitement marché, ironie. C'est ça qui en fait, elle a foiré 2 fois. En fait, c'est un peu comme la 3D en commerce, on peut pas dire le contraire. Non mais c'est ça, oui, c'est pareil. Mais ça va marcher les gars, ça va marcher. Les gars, ça fait 40 ans qu'on essaye, ça marche pas, mais voilà. Pas grave, on va pousser. Et donc du coup, cette attraction Space Mountain, la seconde version, celle de 77 cette fois-ci, qui a été apparue là-bas et qui avait comme différence principale d'être à un seul circuit, contrairement à son homologue de Floride qui était à 2 circuits. La version de Californie donc qui apparaît en 77, puis celle de Tokyo qui ouvre avec le parc en 83, si je ne me trompe pas, ouais, 83. Le 15 avril 83 pour l'ouverture de la version de Tokyo, donc qui est sensiblement la même que celle de Californie. La file d'attente évidemment est différente puisqu'en Californie, comme tu l'as dit plus tôt, il n'y avait pas beaucoup d'espace, il fallait mettre là où on pouvait. Au Japon, c'était pas du tout le même problème. Ils avaient la place, ils l'ont construite dès l'ouverture du parc, donc elle a été inclue dès l'origine. Donc, pas de problème là-dessus. Et après, on arrive à nous, Paris, c'est-à-dire qu'effectivement, Disneyland Paris ouvre en 1992, est à l'étude depuis 87-88, et dès 1988, une belle année. Ah oui, voilà, c'est merveilleux. La note. Dès 1988, un projet s'appelait Discovery Mountain et était à l'étude pour Discoveryland, le Tomorrowland rétro-futuriste, pour essayer de le faire fonctionner cette fois-ci dans le parc Disneyland Paris. Pour l'ancrer dans l'imaginaire collectif des visionnaires européens. Et ce Discovery Mountain, en fait, se rapproche énormément du premier. C'est ça, c'est un peu comme si on revenait aux origines. Donc, c'est ces origines-là de Discovery Mountain qu'on est arrivé à Space Mountain, de la Terre à la Lune. Et ça, c'est beau. Exactement. Et là, c'est génial parce que du coup, tu nous fais une transition
mais aux petits oignons. Oh bah dis donc. Ah bah, en plus, pile poil dans les temps, regarde-moi ça, on est nickel, nickel parfait. chrome. Et justement, bah, maintenant, on va parler un petit peu de Space Mountain, de la Terre à la Lune, avec vous, si vous le voulez bien. Et on attaque tout de suite, bah, je te laisse le crachoir. Je te remercie et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, puisque nous sommes en live, si vous avez des questions, si vous avez envie de dire des choses, de rajouter des informations, de me demander quoi que ce soit, bah, j'ai un petit visuel en même temps sur le live Facebook. Donc vous mettez en commentaire sous la vidéo et de temps en temps bah, on checkera et on essaiera de répondre à vos questions et essayer d'interagir avec vous, c'est quand même le but du live. Exactement. Donc bah, comme le disait Timekeeper un peu plus tôt dans l'introduction, effectivement Discovery Mountain qui s'est très rapidement transformé en Space Mountain par la suite était dès l'origine prévu pour notre parc Disneyland qui peut se passer d'une attraction aussi emblématique que celle-ci. Ah clairement. D'ailleurs bah, pour la petite anecdote, hein, si vous vous rappelez, dès le 11 avril 92, c'est-à-dire la veille de l'inauguration puisqu'ils étaient en direct sur TF1, David Hallyday parlait déjà d'un, excusez-moi de l'erreur, Splash Mountain, mais bon, c'était bel et bien les images de Discovery Mountain qui étaient passées à l'écran, parce que le projet était déjà bien avancé, et sauf qu'à l'époque, on parlait encore d'un complexe interne avec plusieurs attractions, un gros méga building, mais c'est très rapidement tombé à l'eau. Et ouais, alors justement, parlons de flotte, on va regarder les plans, puisque Discovery Mountain contenait un lagon qui aujourd'hui abrite le Nautilus à l'extérieur du complexe de la montagne donc de Space Mountain. C'est ça. Si on regarde justement les plans, bah voilà à quoi ça ressemblait à l'époque à l'intérieur. Vous avez certainement déjà vu ce concept art. Il est très célèbre parce qu'on le découvre assez bien sur l'image. C'est un building qui recouvre plusieurs attractions et qui en plus de ça est connecté au reste du land, étant central. Alors on le retrouve avec des accès pour Videopolis, Star Tours et Autopia de l'autre côté. Exactement. Et autre chose que vous voyez également sur ce plan, donc qui se trouve normalement à notre gauche, ce plan en l'occurrence montre également, alors ne montre pas de roller coaster, Non. parce que normalement soit il est au-dessus, soit on ne sait pas où il est passé, mais en tout cas non. Et le tunnel que vous voyez en fait qui se trouve sur le côté, c'est l'attraction Voyage au centre de la Terre. Exact. Alors, voilà. qui était effectivement non pas une montagne russe comme tu l'as dit, mais une sorte de catapulteur avec une montée et une descente. Exactement. Et en fait, les brevets et les propriétés intellectuelles qui ont été testées et mises au point pour cette attraction ont été réutilisés à partir de 93-94 pour le développement d'une autre attraction tout aussi célèbre. La tour de la terreur, The Twilight Zone Tower of Terror. Exactement, pour la Floride. Pour la Floride, déjà, oui, concept d'origine. Et l'ironie du sort, le concept d'origine est revenu d'une certaine façon à Paris avec la tour de la terreur au Walt Disney Studios. Comme quoi, la boucle est finalement bouclée d'une certaine façon. Exactement. Mais pas de la même, enfin, la finalité n'est pas tout à fait la même. Non, mais bon, donc, en tout cas, comme quoi rien ne se perd, tout se recycle. C'est ce que dit devant Imagineering. Voilà, petit théorème de Lavoisier, Made in Disney. Une idée ne meurt jamais vraiment. Voilà. Exactement. Donc là, du coup, on se retrouve avec un Discovery Mountain qui était un joli concept. Alors, on va jeter un petit coup d'œil toujours à ces petites images. Ici, donc par exemple, ça c'est la montagne que vous voyez actuellement vue de l'extérieur, donc refermée. Vous voyez les passerelles qui donnent accès à l'intérieur. Les passerelles, vous voyez sur la gauche de l'écran. Je vais essayer de zoomer dessus, tiens, pour que vous arriviez à voir un petit peu les choses. Voilà. Donc voilà, juste ici, là, vous voyez l'espèce de passerelle sur le côté. C'est les fameux tubes maintenant qui sont vitrés de Videopolis et qui à la base auraient dû servir de passerelle pour passer d'un land à un morceau de land à un autre sans avoir à mettre le nez dehors. Parce que oui, nos amis d'Imagineering savaient pertinemment que le climat parisien était un peu capricieux et que le mieux à faire, c'était de fermer un maximum le parc, d'où les arcades, d'où le fait qu'une grosse partie des attractions était enclosed, fermées. Exactement. Et autre chose, alors bien entendu, vous allez me dire, ouais, mais les tuyaux, ils étaient ronds, ils sont pas carrés, etc. Oui, ça c'était le concept de Discovery Mountain, sauf qu'au moment où ils ont construit Space Mountain, bah, évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le concept qui font que il n'était plus question de faire une attraction à quasiment 1 milliard de francs, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, dans les calculs, puisqu'on a dû faire les calculs avec les dollars ajustés, les francs ajustés, etc. Ça a été un grand moment. Ça a été un grand moment de joie, à peu près 210 millions d'euros à peu près. Normalement d'aujourd'hui, il fallait descendre aux alentours de 100 millions. C'est ça, donc des coupes dans tous les sens possibles et imaginables. Exit rapidement l'idée d'avoir un méga building avec plein d'attractions à l'intérieur. On veut garder le Nautilus, parce que clairement c'est dans le thème de Discoveryland, mais c'est trop compliqué de le mettre à l'intérieur. Il passe à l'extérieur avec son petit lagon à lui. Exactement. Et c'est comme ça qu'est né les mystères du Nautilus. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, le Nautilus qui était un restaurant. Et ça, vous pouvez chercher un petit peu sur Google. Non, pas ce Google-là, hein, pour le coup, mais l'autre Google. En fait, vous pourrez regarder, en fait, il y a un concept art qui avait fuité concernant l'intérieur d'un restaurant richement décoré. Dans lequel on verrait des baies vitrées tout autour de nous qui nous feraient simuler effectivement qu'on est sous l'océan, sans la petite chanson qui va bien, merci. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que, étant donné que ce truc-là n'a jamais été construit, on n'aura pas la grande joie de le voir transformer en attraction Nemo and Friends. Voilà. Bon, on dit ça, on dit rien. Un petit coucou à nos amis japonais. Hein, c'est ça, voilà, Storm Rider si tu nous regardes. Bref, par contre, cette histoire de Discovery Mountain est quand même restée assez loin dans le concept, puisque, puisque le nom Discovery Mountain est resté suffisamment longtemps pour finalement même figurer sur les arches d'entrée de l'attraction fabriquées.
C'est ça. C'est effectivement le problème qui s'est posé, c'est que très rapidement, d'une part, on avait les Imagineers qui voulaient garder le nom Discovery Mountain parce que c'était la notion de découverte de l'exploration, mais il y avait nos chers amis du marketing, pour ne pas les citer, qui eux voyaient très bien que ça vendait moins, c'était moins marketing que de dire space, parce que space c'est forcément un côté plus wow, fantastique, on va aller dans l'espace, voilà. Clairement, il y avait une dilettante et au final, c'est toujours le marketing qui a le dernier mot, hein. On pleurera sur ça plus tard, et qui a finalement emporté le nom Space Mountain et qui a rajouté quand même, pour que ce soit plus clair pour le public européen, de la Terre à la Lune, qui est notre objectif dans l'attraction. Exactement, et donc du coup qui refait le raccord avec l'attraction de Jules Verne, même si donc à l'époque de Discovery Mountain du projet global, il y a des noms d'attractions qui avaient été évoqués, dont Space Moonstormer, avec une notion de lune qui apparaissait déjà, et donc qui était... on ne sait pas exactement, parce que moi, c'était très très loin. On est dans des early concepts, ouais. La phase Blue Sky, dans laquelle finalement on est assez libre d'imaginer ce qu'on veut comme on veut, et qu'après les aspects financiers arrivent, et là, ça coule dans tous les sens. Là, c'est le drame. Voilà. Bon. Donc on en est à 92, Exactement. Le projet est bien avancé, sauf que patatras, l'année suivante, c'est-à-dire en 1993, le parc venait d'ouvrir, on a la terrible crise du tourisme de 93. Pour la résumer brièvement, c'est la spéculation monétaire qui risquait de faire effondrer le franc français contre d'autres valeurs européennes comme le Deutschmark, hein, l'euro, pour ceux qui trouvent ça nul. J'ai envie de vous dire, regardez 93. Bref. Ouh là là, ça va virer en politique cette histoire-là. Non, c'est c'est juste pour vous dire, voilà, à cette époque-là, on arrivait à avoir des crises monétaires, chose qui n'existe quasiment plus de nos jours. Mais voilà, 93, effondrement du nombre de visiteurs à Disneyland Paris à cause de cet effondrement de la valeur monétaire. Le franc ne valait plus rien, les autres valeurs avaient explosé. Forcément, venir à Disneyland Paris, c'était pas très intéressant. Non. Donc, il a fallu à tout prix relancer la destination. Et quoi de mieux pour relancer une destination que de construire de nouvelles attractions? Alors, il faut savoir qu'à la base, Discovery Mountain avait été prévu pour être à l'ouverture. Évidemment, on le décale parce que le budget était proche de zéro. Le parc était déjà gigantesque à l'époque. Mais là, le projet revient sur la table et on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à faire Space Mountain, enfin Discovery Mountain, mais on n'a pas les mêmes moyens. On ne peut pas se permettre de faire un immense dôme avec plein d'attractions. Alors, on va tout séparer. On va faire une montagne russe, carrément, on sent que ça va devenir un hit. On va faire le Nautilus quand même parce qu'on sent qu'on a besoin de mettre beaucoup plus d'attractions pour que le visiteur reste plus longtemps dans la durée et on va tout étaler dans le temps. On arrive en 93 donc avec Indiana Jones et le Temple du Péril qui était une attraction construite en même pas un an, donc c'est un record pour l'époque. On est en 94 ensuite avec le Pays des Contes de Fées, avec les deux petites attractions, dont une qui a servi de test pour le son synchronisé à bord d'une montagne russe. Exactement, parce que c'était une première mondiale à l'époque, donc du coup il fallait quand même tester un petit peu. Je ne parlerai pas de prototypage parce que c'est une autre de mes attributions, donc on n'en parlera pas ici, mais en tout cas c'est quelque chose qui est effectivement important de pouvoir tester ça, on en parlera plus tard. Donc c'était vraiment une première fois qu'on mettait du son dans une attraction en synchro avec le circuit, c'est très basique, on va pas se compliquer. Le train part, la bande son part et terminé, voilà, il n'y a pas de capteur. Oui, sur Casey, oui, effectivement. Oui, je parle de Casey, on est en 94. La même année, ouverture des Mystères du Nautilus avec une première extension de Discoveryland, c'est-à-dire que l'allée qui continue au-delà d'Autopia ouvre et nous permet d'accéder au phare qui nous emmène dans les profondeurs du Nautilus, ça c'est la première partie. Oui. Et évidemment, on en arrive à 1995 avec l'ouverture de Space Mountain de la Terre à la Lune, telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire le dôme, le canon Columbia, la file d'attente et toute la file extérieure, enfin l'aspect extérieur. Alors, je vais me permettre justement de compléter un petit peu là-dessus parce que, effectivement, brillante introduction. Félicitations, bravo, bravo, on va se lancer des fleurs tout le long là. Ça va être drôle. Donc en gros le truc c'est que, évidemment comme vous en doutez, entre ce qu'on vous a montré au tout début qui était le concept Discovery Mountain et ce que est devenu Space Mountain aujourd'hui, il y a eu quelques évolutions. Notamment, évolution donc, du concept que certains ont signalé justement dans les commentaires qu'il trouvait assez joli, c'est l'un des concept art dans lesquels non seulement vous voyez la montagne avec le canon à l'extérieur, le canon fermé, ça c'est important, mais avec l'entrée qui se faisait par le bas du dôme, et vous remarquez également qu'on retrouve nos fameux tunnels qui se trouvent juste ici, là, sur le côté. Donc du coup, on retrouve les tunnels circulaires cette fois-ci, donc là on est sur une configuration qui est plus proche de techniquement, alors on va pas dire que c'est ce qu'ils voulaient faire, on ne peut pas le dire, bien entendu. Disons que déjà, on a la notion d'avoir une attraction qui est indépendante du reste d'un complexe. On garde les tunnels quand même qui servent de passage et animent le land. C'est surtout la kinétique qui est très importante. La kinétique est aussi un autre truc, c'est les conditions météorologiques. Parce que vous savez bien comment était Paris. Il faut dire que ça se calme un petit peu au niveau météo en ce moment, mais par contre, 92, ça drachait. C'est ça. Et puis on ne pouvait pas prendre le risque de construire un lieu où le public ne viendrait pas parce qu'il a trop peur, enfin trop froid, trop chaud, trop mouillé, tout ce que tu veux, de pouvoir y aller. Bref. Alors, on a fait une brève introduction sur la construction, enfin sur le projet, la genèse du projet. On va en arriver à la construction de l'attraction. Exactement. Donc on est en 1993. Donc ça y est, le projet Space Mountain est lancé.
Oui. Début 93, janvier 93, les premiers terrassements. Donc autant vous dire que dès que l'ouverture de Euro Disney a eu lieu, on n'a pas perdu de temps, on s'est lancé directement derrière. Alors je me permets de faire un petit truc, tant qu'on est dans les phases de conception en fait, qui ont lieu en même temps que certains travaux initiaux. Bien entendu, bon, on va repasser un petit peu très rapidement, désolé si je ne regarde pas, je suis en train d'essayer de regarder les médias que je vais essayer de balancer. Petit élément intéressant tout de même sur les évolutions du canon notamment, vous avez tous déjà vu normalement ce Visual Labs. Hop là, raté évidemment. Ah, il est là, ça y est. Voilà, parfait, très bien, il est arrivé. Eh bien, vous avez tous déjà vu ce Visual Labs, parce que c'est celui qui figurait sur les tableaux collectors, ceux qui le revendaient là il n'y a pas si longtemps ça, Voilà. C'était l'anniversaire. C'était en 2015 pour les 20 ans de l'attraction. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, merde, j'ai une phrase de youtubeur là. Bref, je vous propose, je vous suggère de regarder un petit peu plus en détail cette partie-là avec le canon Columbia qui était fermé à l'époque. Et oui, parce que fut un temps, Discovery Mountain, il était, enfin, on va appeler comme ça encore pour l'instant, il était question que cette attraction-là se fasse avec un canon qui se fermait en intégralité, ce qui finalement ne pouvait pas être possible, ne pouvait pas être fait, et donc a été remplacé par la trappe que l'on connaît bien sur le côté qui s'ouvre et se fermait. Mais à l'origine, le canon devait intégralement se fermer pour verrouiller la culasse et catapulter le train, c'est-à-dire le niveau de détail. Finalement, ça n'était pas possible, ils l'ont annulé. Et ça justifie le fait que le catapultage se fasse en deux morceaux, c'est-à-dire la Exactement. partie basse, c'est-à-dire qu'on est dans le canon, dans le cul du canon, on arme le canon, c'est-à-dire qu'on monte dans le fût du canon, le fût se referme, et là on est vraiment catapulté vers la Lune. C'était cohérent, ça avait de la logique, c'était recherché. Exactement. Et donc du coup, on se retrouve dans cette configuration avec ces petites évolutions comme vous les voyez. Et évidemment, toujours dans la mesure où cette attraction évolue avec le temps, il faut aussi mettre au point d'autres éléments, notamment des phases de test. Et donc du coup, vous avez certainement déjà vu la reconstruction tridimensionnelle qui avait été faite de Space Mountain en 1994 ou 93, si je ne me trompe pas. On est plus vers 93 dans ces eaux-là, puisque Voilà. là, on est vraiment dans la prévisualisation 3D, en image de synthèse, de comment est-ce qu'on aménage l'intérieur du dôme. C'est-à-dire que là, comme vous le voyez à l'image, on visualise où seront les pylônes, où sera le circuit, la file d'attente, les éventuels décors qui vont compléter. Et on va s'assurer que le train ne rentre pas en collision avec un décor ou un morceau. Exactement. Et un petit truc, alors déjà un petit clin d'œil à Andreland qui se reconnaîtra pour les images. Bon, on a pris ça directement sur le canal YouTube, nous en veut pas, hein, on avait besoin d'illustrer, donc on t'a cité, donc voilà. Par contre, un petit truc très intéressant, c'est que ce que vous voyez actuellement à l'écran n'a pas été testé sur un écran normal. Il a été testé à bord d'un simulateur Atlas. Pour ceux d'entre vous qui se trouvaient avec nous pendant le live Star Tour, d'ailleurs Johan voulait joindre à nous, mais finalement il s'est retrouvé à se dire qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur Hyperspace. Donc... Un petit peu gêné de participer s'il n'avait pas grand-chose à dire, donc c'est pas grave, ça peut arriver de ne pas vouloir suivre, mais bon, peut-être une prochaine fois. Voilà, comme disait Timekeeper il y a 2 secondes, effectivement, si vous étiez avec nous pour le précédent live de Star Tours, quand on parle de Atlas, ce sont les simulateurs. Ce sont les fameux simulateurs de Star Tours. Et à Glendale, ils en ont un ou deux qui traînaient en stock sur lesquels ils pouvaient justement faire tourner ce genre de simulation virtuelle pour au moins déjà avoir le ressenti. Donc en réalité, il s'agit peut-être d'un des premiers usages je ne vais pas dire de réalité virtuelle, mais en tout cas d'immersivité avec des retours haptiques et du feedback pour simuler une attraction qui derrière serait physiquement réalisée. Pour ça, bien entendu, il y a une bible concernant Space qui est le documentaire Shoot for the Moon qu'on vous conseille en français car il est plus complet. C'est ça. Alors, on va essayer d'avancer. Je vois que le timer file tout doucement. Donc, nous sommes, comme j'avais dit, en 93, terrassement, début des fondations, construction. On arrive très rapidement à 94, c'est-à-dire que là, la montagne commence à sortir de terre. Il faut savoir que ça a été un projet qui a été mené conjointement avec 2 éléments principaux. La première, la construction du circuit, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par mettre les pylônes, rapidement les rails, mais en même temps, le dôme était en train d'être construit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu de finir totalement le ride, comme ça a pu être fait pour Rock'n'Roller Coaster, mais ils ont commencé à faire aussi le dôme, parce qu'il y avait un problème de timing, il fallait l'ouvrir très rapidement. Alors, il faut savoir aussi que c'est un petit tour de force parce que ce dôme est autoporté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pylône pour soutenir la structure du dôme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont construit de telle façon que la structure en elle-même, ça arrive à se tenir par elle-même. Exactement, les seuls pylônes qui se trouvent à l'intérieur sont les pylônes qui soutiennent le circuit. Et ils ont fait ça pour éviter que les vibrations du circuit ne se répercutent sur la structure du dôme, ce qui aurait en plus abîmé son intégrité physique à travers le temps. Et on sait que Space ne fait pas partie des attractions les plus douces en termes de vibration. C'est ça, mais ça, justement, je vais en parler parce qu'effectivement, quand on parle de douceur, le problème principal vient du fait que l'espace était réduit, restreint, maximal. Donc, il faut savoir que pas beaucoup de constructeurs de coasters de montagne russe à l'époque étaient capables de réaliser le projet. Et il n'y en a qu'un qui a réussi à tenir les engagements et à suivre le cahier des charges de WDI, c'est Vekoma. C'était les seuls à l'époque qui ont répondu « Ok, on est capable de le réaliser, on va tenter l'expérience », à savoir réaliser une montagne russe dans un espace très confiné et en même temps
un catapultage. Et Chose qui sans n'existait compter, pas. sans compter aussi adapter pour la première fois au monde un système d'audio embarqué sur des trains. C'est ça. Et ça, c'était la première mondiale. Je vais juste prendre la main, c'est pas grave si on crame un peu le timing. Allez, on se prend un peu de temps. Mais techniquement, l'une des choses qui était l'une des révolutions de Space Mountain, de la Terre à la Lune, était le fait que pour la première fois au monde, dans une montagne russe à inversion métal, on allait avoir une bande son créée par un orchestre qui allait être synchronisée. C'est-à-dire, on ne la lance pas juste au catapultage. On s'assure que la bande son reste toujours synchro, car suivant le poids et le nombre de visiteurs qui se trouvent à bord, la friction et la dynamique du train va faire que le train va se trouver à différents endroits sur le circuit et donc va avancer plus ou moins vite. À partir de là, on a un problème de vitesse et donc de timing et donc de désynchronisation de la musique. À partir de là, il était nécessaire donc de mettre au point un système comme ça. Et en fait, le système est assez simple. En fin de compte, imaginez une sorte de gros lecteur MP3, bon bien entendu un peu plus compliqué que ça, et sur lequel vous auriez un bouton suivant qui serait câblé sur un lecteur optique qui détecterait des bandes optiques. Un peu comme lorsque vous entrez dans une boutique, vous franchissez, vous avez un ding, vous entendez un ding qui sonne. Et bien c'est un peu le même principe. Sur le parcours de Space, vous avez des bandes optiques, des bandes réfléchissantes qui se trouvent à certains endroits. Il y a un lecteur optique qui se trouve sous le train, et lorsque le lecteur voyait une bande optique passer, donc une réflexion de lumière, donc une variation d'intensité de lumière, il donnait l'ordre au LCU, le Local Contour Unit, le système chargé du contrôle de la musique, eh bien, de passer au morceau suivant en effectuant un fondu enchaîné pour qu'on n'entende pas trop cette modification. Et ce truc-là a été une assez grosse révolution pour l'époque. Il a été testé pour la première fois sur Casey Junior, donc le petit train qui se trouve au pays des Côtes de Fées. Alors dans une version bien simplifiée, parce que comme tu l'as dit, c'est j'appuie sur dispatch et la musique part, mais il y avait déjà cette première chose qui se passait. Mais donc, du coup, la première mondiale, pour le coup, était sur Space Mountain de la Terre à la Lune. Et derrière, ça fait partie de ces choses qui ont contaminé un peu partout, puisqu'aujourd'hui, les gros parcs ont quasiment tous un système de cette nature sur un compteur. C'est standardisé parce que la technologie est maîtrisée, miniaturisée et forcément elle a été beaucoup plus déployée qu'avant. Alors je vais juste faire une petite aparté, je vois les commentaires sur notre Facebook. Par rapport à ton petit micro, si tu aurais moyen de le remonter un tout petit peu, des petits soucis de son. Mais voilà, c'est vraiment en attendant. Très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Voilà, si vous pouvez faire un retour pour Timekeeper. J'ai les vues qui partent dans le rouge, je ne sais pas. Donc pendant que Timekeeper parle, je vais continuer à faire l'historique. Donc on en était à la construction, on en arrivait aux prouesses que Vekoma allait devoir réaliser. C'est que surtout le catapultage. Donc toi tu as parlé beaucoup de la bande son. Je vais aussi parler beaucoup du catapultage qui était une première. Ça ne se faisait pas à l'époque d'envoyer un train à une vitesse X. C'est-à-dire qu'il fallait toujours passer par un lift, une chaîne, des pneus, n'importe quoi pour arriver à un sommet, retomber et profiter de l'effet de vitesse pour ensuite finir le circuit. Là, c'est la première fois qu'on supprime tout ça pour partir du bas vers le haut à vitesse accélérée. Les seuls aussi qui ont répondu à l'appel d'offres, c'était Dassault Industries. Les mêmes qui construisent les catapulteurs de porte-avions comme celui du Charles de Gaulle par exemple. Il n'y avait que eux qui étaient en capacité de réaliser un modèle de ce genre. Alors je ne vous raconte pas comment ça a dû être un joyeux bordel pour en faire entendre toutes ces technologies dans un même complexe. Ah, là pour le coup oui, d'ailleurs ça explique certaines pannes qu'il y a pu y avoir à travers le temps sur Space qui était en fait une machine d'une complexité vraiment dingue. Ça aurait pu ne jamais fonctionner d'ailleurs. Oui, exactement. Donc on continue dans notre histoire puisque mine de rien, la construction se faisant, l'argent aussi commence à manquer. Oui. Parce que mine de rien, un projet comme celui-là, tu avais dit 210 millions d'euros. Ça, c'était sur Discovery Mountain, sur le projet final de la Terre à la Lune. Il a fallu le compresser. On a quand même réussi, avec les expenses de budget, à passer aux alentours de 130 millions d'euros actuels. Donc en 2017. En 2017, sachant que il a fallu faire des coupes. Et ça a été surtout la file d'attente qui en a pâti. Sans déconner. Oui, parce que donc ça, je l'ai appris assez récemment. Il était prévu qu'à l'origine, la zone où on a les posters actuels de Mission 2, maintenant Space Mountain, et du canon Columbia, devait être constituée par une sorte de mini pré-show avec un animatronique de personnages qui nous aurait parlé, qui aurait briefé la mission. Et après seulement, nous serions entrés dans la zone d'embarquement, la gare. Exactement. Ils ont compensé ce manque de budget en réduisant finalement les murs qu'il y avait sur le côté pour qu'on puisse profiter de l'intérieur du dôme. Donc là, vous pouvez le voir actuellement sur les concept art, c'est devenu effectivement la voie stellaire qui permettait de découvrir en avant-première ce que nous allions visiter dans l'espace. Et aussi, et ça c'est un truc qui n'existe plus maintenant parce que la file Fastpass emprunte une partie, c'est que les chicken run, les trouillards entre guillemets, mais ça c'est un peu péjoratif, on va dire ceux qui ne voulaient pas faire l'attraction, avait quand même moyen de visiter la file d'attente, de découvrir ce qu'il y a à voir à l'intérieur, donc voir les astéroïdes, les météores, les décors, de voir les trains zigzaguer à droite et à gauche dans le dôme, et sans pour autant arriver à la gare, de ressortir de l'autre côté et de se dire bon voilà, j'ai au moins vu une partie des décors, j'attends ma famille, mes amis, mon copain, ma copine, j'en sais rien, à la sortie de l'attraction sans me prendre la tête.
Ça, malheureusement, ça a été supprimé avec l'arrivée des Fast Pass, comme je disais. Exactement. Alors aussi une petite chose, un petit mythe qu'il y avait là-dessus, c'est le fait de dire que Space Mountain de la Terre à la Lune, la version française, était la première à avoir ce système de vision dans la file d'attente. C'est complètement faux, Non, puisque non, la version non. 77 de C'est ça. Californie a elle-même, et vous verrez encore pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, il y a encore des vitres qui ont été opacifiées, et il y ça. avait des vitres qui donnaient à l'intérieur du ride. Donc c'était pas la première fois. C'est un moyen. Tout comme les boules à facettes qu'on a récupérées avec Mission 2, qui étaient là depuis 75, depuis la première version. Donc c'est un moyen peu onéreux et qui offre en même temps une expérience supplémentaire. Exactement. Donc, où est-ce que j'en étais? On arrive. Il faut savoir qu'on en arrive à la construction du canon, donc pareil, la trappe, ça aussi. Ça passe à la trappe. À la c'est- trappe, ouais. Si j'ose. Popo. Ah là là, oh Dieu, quelle vanne. Bref. Donc on préfère finalement avoir un système de levier qui monte et qui descend pour imager le fait que le canon est en train d'être chargé par la fusée. Alors si je peux me permettre en plus, autre élément important, c'est aussi pour le fabriquer pour la fiabilité. Parce que Oui. si jamais cette trappe restait bloquée en position basse, vous ne faites plus tourner un train, alors que cette trappe annexe qui coulissait, mais qui, si elle restait fermée, n'était pas bloquant, n'était pas facteur de 101, donc de C'est panne, ça. mais était juste un 106, un Effet défaut de un chaud. défaut de chaud, ça évite de voir une attraction qui tombe en panne pour un rien, juste pour un effet qui en plus n'est pas critique dans le ride en réalité. Non, c'est ça, on comprend l'idée avec l'ouverture du baril, donc c'est tout. Alors, on en arrive donc à la fin de la construction, ça y est, Eh ouais. les rails sont en place, le décor est en place, la partie la plus amusante commence, les tests. Et ouais. Et là, Puisque- donc on va, oui, alors vas-y, meuble un peu, le temps que je retrouve Pampan. Puisque forcément, nouvelle attraction, il faut faire évidemment beaucoup de tests, et là ça a été un joyeux foutoir, et là vous le découvrez en image en direct. Le Extrait de Shoot for the Moon, hein, bien sûr. Extrait de Shoot for the Moon, bien sûr. Le tout premier passager de l'attraction n'était ni un humain, n'était pas un humain, pardon, c'était un objet, en l'occurrence une petite peluche, c'était Pampan. Exactement. Nos amis Imagineers qui travaillaient sur le chantier à ce moment-là sont allés dans la première boutique du parc qu'ils ont trouvé, ont acheté une peluche, l'ont installée sur un des trains, l'ont ficelé, du mieux qu'ils pouvaient d'ailleurs. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tout le monde s'en faisait pour Pampan, alors que ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'il y a quand même une caméra qui devait coûter beaucoup plus cher. Donc les gens ils ont dû l'acheter en fait, la peluche, alors que la caméra C'est ça. c'était celle de la boîte. Je sais pas, je suppose. Certainement. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, actuellement, c'était le tout premier passager. Il a servi de test pour s'assurer que, déjà, le Pampan ne se barrait pas à chaque virage ou à chaque inversion Pas trop fort, ouais. et que l'attraction était en elle-même rideable, entre guillemets. C'était Oui. la première fois qu'on testait avec un passager. entre Exactement. guillemets. Donc voilà, ça, c'est la petite anecdote qui est assez marrante, c'est de se dire que le tout premier passager n'est pas un humain, mais une peluche et en l'occurrence un personnage de Bambi. Et donc accessoirement aussi que le premier on-ride de Space Mountain de la Terre à la Lune, c'était avec une peluche dessus. Voilà. C'est assez marrant de se dire ça. Exactement. Donc, on arrive après tous les tests à la phase où notre Steve Bronson national teste la musique. Donc, le malheureux qui adorait les montagnes russes a dû se faire je ne sais combien de tours pour réussir, comme tu disais, la prouesse de synchroniser la musique avec le train. Et ça, il faut se le dire, à l'époque, Créer c'était... les morceaux de musique de manière à ce que ces morceaux en fait puissent avoir une rallonge de temps qui permettrait le fameux ça. fondu enchaîné. Et comme Et- tu l'as dit, il n'aimait pas du tout les montagnes russes, Steve Non, Bronson. mais non, il C'était supportait pas son mal. truc. Et le malheureux arrive, ça y est, il y arrive, il a réussi à synchroniser les trains avec le son pour se dire ça y est, on y croit. Et là, une commission de sécurité qui passait par là, hein, on Oui. comprend bien sûr, est arrivée, elle fait un peu trop rapide votre train, il va falloir que vous ralentissiez en haut du canon parce que là, ça va pas le faire. Je vous laisse imaginer la tête de Steve Bronson quand il a appris, il était déjà rentré, donc il est revenu à Paris pour refaire tous les C'est- réglages. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que nous, ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, en anglais, ça se dit emotional roller coaster. Allez savoir, c'est peut-être de là que ça vient. Tout est lié. Peut-être. Allez savoir, Steve, si tu nous regardes. Voilà, effectivement, le pauvre Steve Bronson est revenu en catastrophe à Paris pour refaire les calibrages de son avec le train, parce qu'évidemment, tout avait été fait avec une certaine vitesse, la vitesse n'allait plus, on recommence à zéro quasiment. Exactement. Donc là, du coup, rescoring intégral. La séance d'enregistrement a été annulée à quelques jours de sa tenue. Mais en fin de compte, il a quand même réussi le pari. Parce qu'on C'est s'est ça. retrouvé avec peut-être une des plus belles musiques d'attraction. Je vais peut-être pas dire de tous les temps. Enfin, ça dépend de chacun. Mais oui. en tout Mais cas, voilà. c'est quand même une sacrée masterpiece qu'il a sortie. Quoi. Exactement, donc on en arrive à ce tour de force qui est 1995 Grand Opening, avec, comme vous le savez certainement, une fête fantastique avec privatisation de l'attraction, privatisation de la moitié du land, feu d'artifice, là vous le voyez actuellement à l'écran, des stars à ne plus savoir où les mettre puisqu'il y avait presque 5000 invités ce soir-là. Ils savaient tellement plus où mettre les stars qu'ils ont mis la diva en l'air pour qu'on arrive à la voir, donc ça veut dire. Effectivement. Voilà. Et ça reste un des événements les plus marquants de Disneyland Paris puisqu'il a fallu quand même organiser tout ce
tout ce soirée private event. Et pour l'occasion, je suis fier d'avoir pu récupérer une petite pièce de cette soirée événement. Ce salaud, il en a une. Non, parce que, alors, si vous avez déjà vu la vidéo d'inauguration, donc la cérémonie, donc après avoir vu l'homme jetpack qui se balade et qui réatterrit et Jules Verne dans son obus, il y a eu les premiers spationautes qui sont partis vers le canon, vers l'attraction, et ils étaient habillés de blanc, dans une tenue intégrale telle les spationautes qu'on a aujourd'hui, Oui. avec chacun un pays, puisqu'ils avaient convié quasiment tous les pays de l'Union européenne de l'époque, donc ils étaient 12 pays, je crois, en 95, à faire le premier vol. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver une tenue de 1995 de Paris, enfin Disneyland Paris, France. Exactement. France, et ça, je suis assez Tenue que content. vous avez peut-être même déjà vu dans cette introduction à ce live et également dans ta petite vidéo. Il était une fois Space Mountain, du coup. Puisque... Effectivement, c'est celle que Norna Penn a sur lui quand il entre dans le canon que je lui avais prêté. Effectivement, c'était un bel hommage. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. Space Mountain de la Terre à la Lune est officiellement ouvert au public. Et a eu effectivement son petit changement de nom entre les deux, puisque je vous rappelle, marketing, nous avons raison, vous avez tort, cherchez pas Space Mountain. Et comme vous le savez, il reste beaucoup de traces de Discovery Mountain, ne serait-ce que sur les passerelles qui enjambent le lagon, puisqu'il y a le D et le M qui se côtoient encore. Bon, maintenant avec la dernière mise à jour de HSM, Hyper Space Mountain, on va parler comme ça de HSM pour aller plus vite, pour accélérer. Oui. a encore fait disparaître pas mal de souvenirs. Mais voilà, donc Space Mountain est ouvert 1995. 2005, Ouais. l'attraction. Janvier 2005, fermeture de l'attraction avec une nouveauté le jour de la fermeture de l'attraction, enfin le jour de la fin, ça. le recalibrage du canon qui avait été effectué, donc le catapultage qui se faisait de la position basse avec l'ancienne musique de la Terre à la Lune pour tester la nouveauté Mission 2 qui ouvrira 4 mois plus tard. Et justement, on va faire cette petite transition vers Mission 2, donc une autre version de l'attraction. Qui pour le coup a été un petit peu plus critiqué. Ensuite, il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que Mission 2 quand même avait pas fait, enfin de la Terre à la Lune à l'époque en 2004, était dans un état pitoyable. Voilà, malheureusement. si je peux rajouter effectivement ce que tu étais en train de dire, de la Terre à la Lune était à bout de souffle. Ah oui, bah déjà là, le dôme, si vous vous rappelez, si vous trouvez des photos de 2004, vous vous rappelez que le dôme avait un aspect rouillé, mais c'était pas volontaire, c'était vrai. La rouille s'était installée partout, la peinture avait disparu, il n'y avait pas eu d'entretien. les effets étaient pétés, la musique ne démarrait plus ou ne fonctionnait plus. Le ou canon était dans un bruitage. état triste. Voilà, Bref. les trains vibraient. Bah, Mais quand on se plaignait de Mission 2, alors C'est là, ça, et essayez de vous rappeler de 2004, si vous y avez été, rappelez-vous de l'état des trains. Et je vais rajouter un élément qui était plus Global Land. Septembre 2004, le Visionarium nous quittait, c'est-à-dire Ouais. c'était la première pierre angulaire Bah du non, land. il nous a pas quittés, on est dedans là. Ah oui, c'est pas faux. Bah, on va dire que tu nous as envoyé dans une machine qui nous a envoyé dans le Bah écoute, Visionarium. je le tiens pas pour rien mon pseudo quand même. Hein, bon, Alors, disons que c'est un revival. on va dire ça comme ça. On va dire que la majorité du public n'a plus eu accès à cette. D'ailleurs, vous excuserez, attraction. j'ai pas encore refait la déco avec les maquettes, mais ça va pas trop tarder. Bref. Donc voilà, effectivement, Visionarium venait de fermer ses portes. La première pierre qui allait marquer, enfin qui allait mettre le cercueil de Discovery Land, puisque Exactement. quelques mois après, Space Mountain Mission de la 2. Voilà, Ah oui. Space Mountain de la Terre à la Lune, c'est fini pour le moment. Et nous en arrivons donc à Space Mountain Mission 2, Supernova. Exactement. Alors on va faire un truc. À l'origine, on avait prévu de rediffuser Discovery Mountain Origins, mais on va gagner un petit peu de temps. Ouais. On va sauter directement à la partie donc, concernant Mission 2 Supernova. Et pour ce faire, eh ben, on va réattaquer tout de suite dans le vif du sujet avec ce que tu veux nous dire, parce que j'ai pas la transition. Bah, c'est tout simple. Mission 2 devait répondre à la question principale. Il faut que l'on rende à nouveau l'attraction populaire. Et l'attraction, elle n'était plus du tout. Aller de la Lune ne faisait plus rêver personne. Non. Donc l'idée était d'aller plus loin que la Lune. Allons aux confins de l'univers. Allons découvrir des objets, des événements interstellaires que nous, public, ne connaissons pas forcément ou que nous aimerions voir de nos yeux. Exactement. On était dans une période quand même, rappelez-vous, où la hype autour des épisodes de Star Wars, C'est ça. des préquels de Star Wars était encore forte, 2005. Et en fait, ce projet a été confié à un des Imagineers qui s'appelait donc Luc Méran, entre autres, Entre autres. qui était responsable accessoirement de l'excellentissime Mission Space. Si certains d'entre vous, on peut le faire entre autres, hein, mais pour le coup. En Floride à Epcot. Voilà, et qui en fait, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire concernant Mission 2, en disant oui, c'est un ratage total, etc., l'esprit Jules Verne, oui, je suis d'accord, l'esprit Jules Verne ne s'y retrouve plus. C'est fini. Cela dit, on a quand même la même base. C'est-à-dire que Space Mountain, de la Terre à la Lune, c'est de la science factuelle. Factuelle à travers les yeux de Jules Verne, puisqu'il met en place... Il propose des tas et tas de descriptions assez techniques basées sur les événements scientifiques de l'époque. Donc, c'est ce qui lui donne justement cette crédibilité, cette sensibilité, cette écriture pour ceux d'entre vous qui ont lu de la Terre à la Lune. Et donc, du coup, c'est de la science factuelle. Et Mission 2, quand il le crée en 2004-2005,
s'appuie en réalité sur deux choses. Un, harmoniser tous les Space Mountain du monde pour leur donner un petit peu le même vernis et faire en sorte que la marque Space Mountain devienne une marque reconnaissable à travers toutes les versions, mais également reste, ça c'est paradoxal à dire, reste dans ce science factuelle, d'où l'arrivée de comètes, de météores qui restent bien sûr en place, d'une super Maminova qui se retrouvait en plein milieu, qui était ratée en termes de production, mais où l'idée ne peut pas être critiquée dans la mesure où, voilà, il y avait une idée sympa, et aussi derrière d'un truc qui peut paraître de la science-fiction, mais qui théoriquement existe, c'est l'Hypergate qui était un pont Einstein-Rosen, donc c'est-à-dire un trou de verre. C'est ça, pour dire vulgairement. Voilà. Mais comme tu l'as dit toi-même, l'exécution n'était pas du tout à la hauteur de ce que le marketing espérait. Pour le coup, c'est le marketing qui a été un peu déchanté. Quand ils ont vu les effets de la supernova, c'est-à-dire le fameux écran dans le lift B, exactement. Ils se sont ravisés, ils ont dit on ne peut pas donner le nom de supernova à Space Mountain parce que le public sera déçu, ça fait plat, ça ne fait pas crédible. C'est pour ça qu'au final, ils se sont rabattus sur un Mission 2 qui était censé être plus évident, plus logique pour une grande partie du public. Et qui au final est resté quand même pas mal d'années puisqu'on est arrivé en 2017 et jusqu'à présent on tournait avec Mission 2. Exactement. Pas de souci là-dessus. Il a été retapé l'année dernière lors d'une petite réhab. La première grosse réhab qui devait amener la modernisation de tout le système informatique. Donc c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens critiquer la première partie de la réhab parce que les gens disaient mais je n'ai pas vu la différence. Mais c'est normal, il n'y avait pas à voir la différence. Nous ça devait être insensé, on ne devait pas sentir la différence. C'était technique, c'était purement technologique. Il y a eu un upgrade monstrueux qui a été fait derrière dans l'optique de préparer la mise à jour suivante qui est arrivée donc récemment. Exactement. Et donc du coup, autre chose que vous voyez, que vous avez vu à l'écran parmi les concept art, vous voyez quelque chose qui se voulait être assez réaliste, mais on se retrouve également avec d'autres choses comme par exemple des petites références cachées à l'intérieur de Mission 2, comme c'est toujours l'habitude. On est à Disneyland, les Imagineers ne peuvent pas s'en empêcher, il faut mettre un Hidden Mickey. Et là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, donc c'est un astéroïde et comme c'est bizarre, quand on regarde de plus près, tada, c'est un Mickey caché. Bah oui, chaque attraction à travers le monde a au moins un Mickey caché. Au moins un. Si ce n'est plusieurs. Et Space Mountain ne fait pas exception et c'est normal. Pour une fois qu'ils peuvent se faire plaisir. Dans la catégorie des trucs cachés qui sont passés un peu au nez à la barbe de tout le monde, bon, vous savez que dans Star Tour, on avait déjà repéré le réservé qui traînait dans le secteur 1. Sur Mission 2, on en avait un autre. Si vous regardez juste ici, là, le safety warning, on a fait un petit arrêt sur image. Vous avez Madame Safety qui nous parle du sol de la fusée quoi? De la fusée. C'est ça? Bon, d'accord. Bon. Bref, on ne va pas leur en vouloir. Effectivement, c'est quand même compliqué de mettre au point d'interaction. Le spell check, les mecs, quand même. Voilà. D'autant plus que dans Hyperspace Mountain, il y en a une autre. Donc, bon. C'est dommage parce que pour le coup, Hyperspace Mountain, vu qu'ils ont produit plusieurs safety spills, ils auraient pu faire attention à ce que ce soit un peu plus propre. Bon, c'est pas bien méchant. Maintenant, il y a quand même 2-3 petites choses qui sont aussi passées à la trappe avec Mission 2. Donc, l'évolution. Là, c'est quand même donc la musique qui a été décriée parce qu'effectivement, par rapport au thème vernien de l'attraction, ça ne collait pas. Ça, clairement, c'est le problème même encore avec HSM. Le souci, c'est simplement que cette musique, en fin de compte, a été composée par Michael Giacchino, qui est quand même aujourd'hui un des gros compositeurs, une des valeurs sûres d'Hollywood. Pour ceux qui ne voient pas qui est Michael Giacchino, vous avez peut-être vu Rogue One, A Star Wars Story, qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est lui qui a composé la musique. C'est à lui qu'on doit la BO de A Star Wars Story. Et il en a fait beaucoup. Et je crois que c'était à lui aussi qu'on doit Tomorrowland. On doit Tomorrowland, on lui doit Les Indestructibles, on lui doit la série Alias, on lui doit les Missions Impossibles, on lui doit les Star Trek. Donc c'est un grand compositeur à la base. Il est bon. C'est juste que dans la configuration de Mission 2, il y a eu des problèmes. Oui. Et accessoirement, un petit truc intéressant aussi, c'est que ce que certains d'entre vous savent peut-être, c'est qu'en réalité, Space Mountain Mission 2, au tout début, vous savez, on entendait les bruits des propulseurs, puis avis à toutes les unités. Sauf que cette partie-là, en théorie, elle était sonorisée exactement comme sur la Terre à la Lune avait une intro. Et cette sonorisation, eh bien, ça donnait quelque chose comme ceci. Toute la musique du ride, je pense que ça file les boutons à beaucoup de monde, mais non, le principe c'est simplement que cette version que vous connaissez donc du ride a été elle-même tronquée, a été elle-même un peu charcutée, ce qui fait que la vision que Luc Mayran avait du ride n'était pas exactement celle qui nous a été servie. C'est ça. On se rappelle notamment de certains concept art. Voilà, on va pouvoir avancer rapidement dans l'historique de Space Mountain. Je vais juste faire un parallèle sur l'histoire.
et j'en reparlerai aussi sur Hyperspace Mountain, c'est que de la Terre à la Lune, nous contait l'histoire du Baltimore Gun Club qui avait construit le canon Columbiad qui devait nous envoyer vers la Lune. Et avec la trajectoire que nous vivions, il y allait avoir la rencontre d'astéroïdes, de météores, de la Blue Moon Mining Company qui utilisait une machine qui nous faisait dévier de notre trajectoire, nous emmener dans un champ d'astéroïdes. Accidentellement, ce qui faisait qu'à la fin, quand nous arrivions devant la Lune, nous n'avions plus assez d'énergie pour y arriver et nous étions obligés de revenir d'urgence sur Terre. Et grâce à l'électrodevélocitor, nous pouvions freiner et revenir en toute sécurité. Exactement. Là, le problème, c'est que la plupart des événements qui se passent dans Mission 2 ne sont pas corrélés à ce qui se passe dans le circuit. C'est-à-dire que lorsque nous avons les loopings, les Sidewinder Loop, les horseshoes, les fers à cheval, ils n'ont pas de vocation à être là, si ce n'est pour nous offrir juste des sensations. Exactement. Par exemple, le fer à cheval, donc, qui se trouve juste après la chute, après avoir vu la supernova, vous faites quelques trucs et vous avez le fer à cheval. Normalement, il est censé symboliser le fait que l'électrodevélocitor sur la première version de Space Mountain vous rattrapait et vous forcez à changer votre trajectoire brutalement pour vous faire revenir sur Terre. Là, ici, pour le coup, plus vraiment de justification sur le storytelling. Le but étant juste de nous en mettre plein la vue, entre guillemets, tout le long. La seule chose qui était cohérente, c'est que bon, le canon était recalibré. Certes, il nous renvoyait vers l'espace à pleine vitesse. OK. Bon, petite parallèle. De la Terre à la Lune, l'envoi était tellement rapide qu'on n'entendait pas le catapultage, sauf que de la mission 2, on entend le catapultage, mais on va plus loin, chercher la logique. C'est l'effet science-fiction, il y a du son dans l'espace aussi. Bon. Voilà. Et au final, la dernière chose qui est aussi cohérente, c'était l'électrodevélocitor qui refreinait à nouveau le train, nous permettant de revenir sur Terre en toute sécurité. Voilà. C'était juste pour faire la petite histoire. Voilà. Et accessoirement, donc du coup, mine de rien, on arrive à terme de ce qu'on pouvait dire sur mission 2 et on arrive en réalité à Hyperspace Mountain qui arrive. Donc là, du coup, je vais devoir couper aussi la vidéo de Johan donc, qui est en ligne. Alors, on vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à sa vidéo qui était un hommage à Space Mountain. Allez voir sur la chaîne de Johan Soupli. Une superbe vidéo, une magnifique Johan vidéo. Soupli-Disneyland, c'est sa deuxième chaîne qui est entièrement consacrée à des vidéos Disneyland Paris. Donc ça veut dire qu'il réalise des fausses pubs, des petits courts-métrages et il met souvent le making-of qui va avec. Exactement. Et pour l'occasion, vu avec la fermeture, on va dire définitive de l'esprit Jules Verne, puisque là, il n'y a plus aucun rapport. On n'est plus dans la science factuelle, on est dans la science fictionnelle. C'est ça. Il rend hommage à Jules Verne et à l'état d'esprit. Donc on en arrive effectivement à Hyperspace Mountain. Dernière attraction en date ouverte ce mois-ci à Disneyland Paris dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire, célébrant également l'univers Star Wars. Beaucoup trop, mais ça c'est un avis perso. Donc, désolé, je commence à avoir des réactions épidermiques maintenant. J'en profite effectivement pour vous redire, vous êtes en live, vous mettez en commentaire des questions, des avis, on essaiera d'en discuter puisque on va en arriver à la partie questions-réponses si vous avez envie de donner vos avis sur Hyperspace Mountain. Donc, exactement. Je parlais un peu plus tôt de l'histoire d'Hyperspace Mountain. Là, on en est à peu près à la même état. Il n'y a plus aucune cohérence. De l'esthétisme de l'extérieur à l'intérieur, c'est fini. Non, rien. On se retrouve avec une histoire dans laquelle nous allons être envoyés en tant que rebelles sur Jakku parce qu'il y a une bataille qui est en cours. Nous allons être des renforts. Malheureusement, nous sommes pris dans un rayon de tracteur. Aucune vanne derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attends, c'est pas grave. On va laisser peut-être le principal intéressé le dire. Oh non! On est pris dans un rayon tracteur! Merci Rex. Merci Rex, effectivement. Mais heureusement, nous sommes sauvés. C'est un hommage à Star Tour, accessoirement. Hommage assumé à Star Tour. Exactement. Apparemment. Et nous sommes sauvés à la dernière minute par un des amis pilotes qui arrive à nous faire sortir du rayon tracteur. Nous arrivons à détruire le destroyer un petit peu fait à l'arrache. Nous revenons sur Terre grâce à un hyperespace comme à l'aller et au retour. Et nous revenons sur Terre. C'est tout. Exactement. Et donc du coup, en fait, Hyperspace Mountain, comme vous le savez très bien, a été inauguré dans les premières fois donc sur la version de Californie il y a quelques années de ça, lors de l'inauguration de la saison de la Force, lorsqu'ils ont annoncé les Star Wars Land. Nous étions en 2015. Exactement. Disney et Lucasfilm Disney venait de racheter Lucasfilm dans le bon sens du terme. Pour 4 milliards de dollars, il peut me faire ce qu'il veut. C'est ça, exactement, malheureusement. Je ne remettrai pas le contexte des guignols, regardez l'épisode. Et effectivement, Disney venait de racheter Lucasfilm, projet qui était en chantier depuis un moment, et depuis Star Tours, il n'y avait plus de nouvelles, on va dire, coalition entre les deux sociétés, mais il voulait faire aussi Star Wars Land, oui. Le fameux Star Wars Land qui va arriver et en Floride et en Californie quasiment en simultané, sauf que le temps de construire un nouveau land, c'est trop long, surtout que ça ouvre en 2019, donc c'est encore dans 2 ans, il fallait meubler. Et quoi de mieux que d'utiliser l'existant et de le réadapter pour promouvoir Star Wars. Effectivement,
La saison de la Force, Season of the Force aux États-Unis, était le meilleur moyen de combler le vide en proposant une expérience rapide et pas chère. C'est-à-dire de changer un peu le thème de Tomorrowland, de proposer une nouvelle attraction, donc Hyper Space Mountain, qui pour le coup, c'est un avis perso, se prête déjà un peu mieux que notre Space Mountain de la Terre à la Lune. Sur la version de Californie, effectivement, on a quand même une meilleure cohérence dans la mesure où le bâtiment est plus moderne et surtout où le Tomorrowland, même si Star Wars est censé se passer dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très longtemps, et là, non, enfin, c'est quand même une vision très moderne dès 1977. Et donc, du coup, le fait que ce soit intégré dans un land qui traite du futur apparaît comme étant beaucoup plus cohérent que sur nous, où finalement, on passe non seulement d'une science factuelle à une science fictionnelle, ce qui, pour certains, peut plaire. Et encore une fois, le but du jeu n'est pas de blâmer ou quoi que ce soit ici. On a nos avis personnels et chacun a son avis personnel, il n'y a aucun souci avec ça. Le seul truc, c'est simplement qu'effectivement, dans notre âme, à nous, ou quelque part, on a grandi avec Discoveryland, avec les visionnaires, avec l'imagination, l'optimisme de la science, l'optimisme de la création, l'optimisme du savoir et ce genre de choses, nous balancer de la fiction avec des sabres laser et des pew-pew guns, ça a tendance à mal passer. D'autant plus que c'est pas comme s'il y avait déjà une excellente attraction qui en parlait, qui s'appelle Star Tour, qui est juste derrière. C'est ça. Pour le coup, elle est plus cohérente. On en arrive tranquillement à la phase, j'ai envie de dire, de questions-réponses, nos avis, vos retours, vos réactions. Je vois qu'il y a déjà un peu de monde sur Facebook qui donne leur avis. Ce que je te propose, toi, moi, on se donne premier retour sur notre expérience. On a eu la chance de faire l'attraction à plusieurs reprises. Je commence, tu commences? Je t'en prie, vas-y, attaque. Eh bien, écoutez. Je te redonne la main, vas-y. C'est gentil. Tu as la main. Je vais le faire Il y a deux éléments que j'ai envie de distinguer. Les trains, qui sont une composante essentielle de la nouvelle version, et l'expérience HSM en elle-même, c'est-à-dire l'univers Star Wars. Donc déjà, les trains. Qu'est-ce que j'avais noté rapidement? J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ils sont les dignes héritiers, je trouve, des anciens trains de la Terre à la Lune, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont détaillés, ils sont fins, ils sont confortables, et ça change beaucoup de l'ancienne version. C'est des MK1212, pour ceux qui connaissent un petit peu les trains de marque Vekoma. J'ai eu la chance de les découvrir à Efteling, aux Pays-Bas, en faisant l'attraction Python. C'est clairement un vrai plus, c'est confortable, ça baffe beaucoup moins. Je me rappelais d'un temps où j'appelais ça Space Baff Mountain, pour vous dire. Sponsorisé par Doliprane, si vous voulez aller au bout du délire. Pas de marque. Exactement. Mais voilà, pour vous dire, à la fin, je n'arrivais plus à faire l'attraction parce que les trains étaient inconfortables au possible, tu l'avais dit, parce que le son était absolument plus présent, on n'entendait que des basses, et encore si on avait de la chance. Et là, ces nouveaux trains sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus grands, parce qu'on a plus de place pour mettre nos jambes. Ils sont aussi, donc au niveau du son, beaucoup plus intéressants, ils sont spatialisés, ils sont beaucoup plus puissants. Et il faut se dire que c'est un standard maintenant qui est beaucoup plus répandu, même si j'ai cru comprendre que c'est encore Imagineering qui était derrière le concept, machin et tout, mais le concept est maîtrisé. Et ça, c'est plus un proto. Vekoma propose, il me semble, mais... Passez en commentaire si jamais je disais une bêtise. Il me semble que dans les catalogues de Vekoma désormais, sur ces MK1212 ou en tout cas sur des variations de ceci, on peut trouver de l'audio embarqué en standard chez Vekoma désormais. Donc encore une fois, un petit clin d'œil à Space Mountain de 1995, sans lequel les brevets passés, etc., aujourd'hui, ils sont tombés pas dans le public, mais en tout cas sont en libre exploitation. Vekoma, ayant déjà eu un peu d'expérience en ayant travaillé avec WDI là-dessus, a pu réintégrer ce genre de technologie. Ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Regardez chez Mac un peu ce qu'ils font. Oui. Et puis derrière, on se retrouve avec des trains avec un audio embarqué qui, là, pour le coup, patate très fortement. Donc là, oui, gros plus pour l'audio embarqué, techniquement parlant. Et je te laisse terminer. Voilà, je ne vais pas rajouter plus que ce que tu as déjà dit toi-même. Je suis totalement emballé par ces nouveaux trains. J'ai eu beaucoup de gens qui ont lu, j'ai lu beaucoup de gens sur Internet qui disaient « Ouais, mais on perd le côté train fusée, le train Jules Verne ». Je suis d'accord, ça n'a plus aucun rapport direct avec le canon en lui-même, sauf que c'est cohérent avec l'aspect du canon, le design du canon. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui nous rappellent le canon. Les mécanismes, le soleil, la lune, les engrenages, l'aspect général, et puis le fait que le personnage principal, alors je n'ai plus le nom en tête. Non, moi non plus, j'arrive jamais à Je crois que c'est Artemis qui est dessiné, voilà, qui est sur le plastron directement du train. La Madame de la Columbiade. C'est ça. Donc tout ça pour moi, c'est du bon, c'est un beau train. Technologiquement parlant aussi, c'est une vraie avancée. Les harnais sont gérés par une nouvelle technologie. J'ai une petite pensée pour mes anciens collègues qui sont maintenant sur Space Mountain, qui doivent dire « Ouf, enfin une amélioration » parce qu'à l'époque, c'était une catastrophe. Voilà, il y a eu beaucoup de mieux. Ça, c'est le train. Je passe à HSM, c'est-à-dire Hyper Space Mountain, qui est, je le rappelle, normalement temporaire. C'est-à-dire que c'est dans le cas d'un événement, en l'occurrence 25e anniversaire, est arrivé au mois de décembre du 8e épisode de la saga Star Wars, donc c'est très ciblé. Mais là, pour le coup, non. Je vais le dire clairement, j'ai été très déçu.
L'histoire, elle est très incohérente parce qu'elle a été montée avec des bouts de ficelle à droite et à gauche, ne serait-ce que dans la file d'attente où justement le safety warning, c'est-à-dire la vidéo de sécurité qui est diffusée, est extra diégétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incluse dans l'histoire que nous allons vivre, puisque la dame, cette opératrice, nous informe que nous allons partir dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et celle de Star Wars, elle le dit carrément. C'est ça, donc ça n'a pas de sens vu que nous sommes censés être dans l'univers. Même dans Mission 2, on avait au moins une diégèse qui se tenait, nous étions acteurs de l'attraction. Nous étions acteurs de ce voyage spatial que nous avions effectué. Et, dans Space Mountain 1 aussi, même si le safety warning n'était pas celui de France en réalité, c'était un peu bidouillé. Mais bon, il n'empêche que… Budget, voilà, etc. Budget, pognon. Donc, on va dire que la vraie expérience de plonger dans l'univers Star Wars, c'est du moment où nous avons mis le harnais et que le train part. Et juste tout ce que nous vivons avant, il n'y a pas d'immersion dans le monde Star Wars. Il y a certes un peu de musique dans la file d'attente qui prend des boucles tirées des meilleurs thèmes de John Williams, certes, mais on l'entend à peine vu que c'est tellement bruyant dans l'attraction. Une fois que nous sommes en gare, il y a les fameuses 6 bannières avec brodé HSM. Certes, c'est un classique, on les a depuis de la Terre à la Lune, mais c'est tout. Je veux dire, à partir du moment où le train démarre et le thème de John Williams résonne, là nous sommes dans l'histoire de Star Wars. Mais c'est pareil, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, le catapultage qui est censé nous faire de l'hyperespace, on est en plein jour, on voit la lumière extérieure, on peut regarder à droite et à gauche. Il y a juste la phase finale où nous avons les effets de lumière avec les LED et le petit vortex. Là, nous sommes dans l'espace. Et encore, parce que c'est une incohérence par rapport à l'univers graphique de Space Mountain, de Star Wars, puisque si je me puis me permettre là-dessus, bon, je voulais vous faire un petit montage peut-être là-dessus, mais finalement, le temps, voilà, à l'arrache. Peut-être une prochaine fois. Peut-être qu'on fera un gif. Mais l'hyperespace de Star Wars, c'est quelque chose qui est normalement censé être en train de vous englober. Vous devez avoir une impression d'hyper-vitesse, c'est de l'énergie pure. Là, le problème, on a l'impression de le regarder à travers une passoire, quoi. C'est pour ça que je pense que la Californie a quelque chose en plus, même si leur lift est lent, parce que c'est une chaîne, ils ont un tunnel qui les englobe totalement et qui fait qu'on passe en hyper-vitesse de part et d'autre. On a un visuel, on sent qu'on est en hyper vitesse. Donc voilà, ça ne marche pas cet effet. Ensuite, je vais passer rapidement sur l'expérience ride en elle-même qui est assez pauvre, elle est très sombre. La plupart des projections viennent des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à produire de nouveaux contenus pour Disneyland Paris, vu le temps, puisqu'il faut savoir que ça a été produit en catastrophe pour nous. Et oui. À la base, ça se voit, les trains ont bel et bien ont été fabriqués, en tout cas commandés, designés il y a déjà un petit bout de temps. Et c'est devant la réussite et l'existence des médias de Hyperspace Mountain, Californie et Tokyo et Hong Kong, si je ne me trompe pas. Alors pas Tokyo, je crois que c'est Hong Kong effectivement. Hong Kong, voilà. Autant pour moi, Hong Kong. Voilà, les éléments étaient déjà prêts, donc ils ont pu réutiliser les mêmes éléments qui d'ailleurs, alors si je puis me permettre, switcher sur une partie là-dessus. Je suis d'accord avec ce que Benji, on la coupe. Je suis d'accord avec ce que Tom Moreau vient de dire sur les trains. Effectivement, excellente upgrade technique des trains. Excellent upgrade aussi au niveau du show, puisqu'il y a… Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que Space, un de mes rêves personnels, c'était le fait de pouvoir dire que Space pouvait changer quasi instantanément de thème. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est le cas, puisque… littéralement, hein. Voilà. Tiens, on passe de la Terre à la Lune. On passera à autre chose. Apparemment, une console. Apparemment, on aurait entendu dire qu'il y aurait une console dédiée au show en backstage et qui permettrait très rapidement d'effectuer un changement de show. C'était le but de la première phase de cette réhab. Comme je le disais, c'était de moderniser, d'alléger structurellement la technologie pour que derrière, elle soit flexible. Et oui, exactement. Et donc, du coup, ça, d'un point de vue technique, nickel. Les trains sont confortables, les harnais flottants, très bien, on ne va pas s'en plaindre. Bon, ensuite, effectivement, on peut avoir la nostalgie des anciens trains fusées, etc. Mais bon, passons, ça doit évoluer et quelque part, le confort est quand même une bonne priorité. Donc, OK pour les trains, bien. J'ai quand même quelques réserves quant au fait que les trains soient avec des commandes électroniques pour les harnais de sécurité. Bon, c'est un avis personnel, mais ensuite, vu que je travaille un petit peu dans tout ce qui est électronique et tout, et informatique, moi, le fait de me dire que c'est une pédale physique, mécanique, qui peut éventuellement se gripper, mais il ne va pas s'activer toute seule parce que, voilà, bon, un système électronique, des bugs, ça arrive. Alors, si je peux ajouter ma petite pierrette à l'édifice, en connaissance un peu des coasters, de tout ce qui se fait dans d'autres parcs, puisque le MK1212, le modèle de train, existe ailleurs. Et c'est le même principe. Et c'est même pire, parce que dans d'autres parcs, comme à Efteling, donc je reboucle sur celui que je connais, les harnais descendent d'eux-mêmes. Ouais. Donc, ils sont motorisés en plus. Ils sont motorisés, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de venir chercher le harnais, c'est lui qui va s'arrêter automatiquement à toi.
Ce qui peut être, je pense, qui serait peut-être mieux pour l'avenir. Mais bon, bref. Bon, dans tous Alors, les cas, il n'y a pas grand-chose à craindre Voilà, de ce côté-là. c'est fiable. Oui. Efteling tourne 365 jours par an. Les trains de Python sont en extérieur, donc encore pire que Space Mountain. À ce jour, il n'y a pas eu un seul Sans problème. compter que la campagne, la campagne du 25e anniversaire a été aussi une bonne occasion pour Walt Disney Company de remettre des billes dans la boîte et donc du coup de monter les investissements en termes de maintenance. Donc normalement, pas de problème à craindre de ce côté-là. Par Non, contre, non, non. d'un point de vue du thème maintenant, parce que c'est là qu'il y a quand même, à mon avis, un gros souci. Ok, je comprends que Star Wars, effectivement, soit une licence qui va rapporter, oui, on est dans un parc d'attractions, oui, il y a du marketing qui joue derrière, oui, il faut payer les salaires des cast members, bien entendu, c'est normal, c'est évident. Ensuite, il y a quand même un problème, c'est que là, on joue typiquement entre acquisition et fidélisation. Acquisition de nouvelles clientèles en disant, regardez, on a du Star Wars, on a un Star Wars Land qui vient d'ouvrir avec 5 expériences Star Wars, si je ne me trompe pas, la Jedi Training Academy, Paths of the Jedi, comment ça s'appelle déjà, l'endroit où on peut rencontrer Dark Vador, etc. C'est le Starport, voilà, Star Tour 2, et puis Hyperspace Mountain. Bon, d'accord, bon, ok, très bien. Maintenant, la problématique majeure, c'est de ne pas donner le choix, tout simplement parce qu'à aujourd'hui, des coasters qui peuvent vous donner le choix de thématisation embarquée, ça existe depuis un certain temps, comme par exemple Hollywood Rip Ride and Rocket à Universal. Et donc du coup, imaginez un Space Mountain, ok, on pourrait avoir du Star Wars, on pourrait avoir du Mission 2, ou on pourrait avoir Autour de la Lune, on pourrait avoir de la Terre à la Lune, ou ce qu'on veut, mais on pourrait avoir un système de choix automatiquement embrayé sur une proposition au tout début, mais où les guests auraient la possibilité, donc les visiteurs auraient la possibilité de choisir une version eux-mêmes et l'ensemble, le vote d'ensemble donnerait la thématisation du train. Au moins, ça permettrait aux personnes qui sont fidèles et qui quelque part ont envie de revivre un petit peu parfois, par simple nostalgie, une aventure comme on l'avait vu ou comme on l'a vécu avec notre famille, nos enfants, nos parents. Eh bien, techniquement, ça pourrait être un plus. Et aujourd'hui, le problème, c'est déjà mieux. On a un système de changement de thème rapide. Bon, hormis les palissades, les trucs, les enseignes et tout le bazar. On m'avait dit il faut 2 jours. C'est tout ce qu'il faut pour Normalement, ouais. reprogrammer l'attraction sous un nouveau modèle. En fait, c'est juste changer les palissades et les posters, quoi. Voilà, et l'enseigne, c'est tout. Voilà. C'est très rapide. Voilà, mais techniquement parlant, l'ordinateur, c'est 30 secondes, quoi. C'est ça. Donc, et le train se réinitialise dès qu'il arrive en gare. La musique est changée instantanément parce que tout est stocké dedans. Alors moi, ce qui m'intéresse pour toi, ton avis, c'est que tu as parlé beaucoup de technique avec le confort des nouveaux trains et l'expérience Hyperspace Mountain. Donc, le fait même qu'il y ait du Star Wars dans cette attraction, qu'est-ce que toi, tu en penses? Aïe. Aïe, parce que d'un point de vue technique, bon, qu'on soit bien d'accord, je pense que quand même, vous voyez un petit peu ce que je peux faire en termes de 3 dimensions, en termes de production vidéo. Voilà. Donc, bien sûr, il y a bien mieux, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas le fait ici de me jeter des fleurs, bien au contraire. Par contre, là, la problématique, c'était déjà ce que je craignais. Quand j'ai vu les premières vidéos de Hyperspace Mountain en Californie, il y a un truc bizarre qui se dégageait de ces projections. C'est qu'on avait l'impression que ces animations n'étaient pas calculées en 3D. Je m'explique. Quand vous faites des calculs d'objets en 3D, l'objet 3D va se déplacer devant la caméra et ses perspectives vont évoluer. Ce qui donne donc l'impression de profondeur et de relief. Là, il y a beaucoup de fois où sur les projections, on est sur une animation 2D appliquée à quelque chose qui a été rendu en 3D. Un peu l'équivalent de faire, vous savez, vous créez un cube en 3D sur un PowerPoint, un truc, et vous mettez une animation de transition. Bah, la perspective ne change pas. Et donc du coup, certes, c'est moins gênant, il faut le reconnaître, sur Hyperspace Mountain France, parce que le train va plus vite. Et étant donné qu'on est secoué, que l'interaction est plus à sensation forte, c'est moins gênant. Mais déjà, sur la version de Californie, c'était gênant parce que vu que ce genre de projection était affiché dans les lifts, on avait bien le temps de voir que non, les mecs, vous avez juste vous zoomer sur l'image. Et c'est bien ce que je craignais sur Hyperspace Mountain en France, on a les mêmes médias. C'est gênant. C'est très gênant parce qu'à titre personnel, ça me gêne de voir que finalement, ils n'ont pas accordé plus d'intérêt que ça à quelque chose qui est quand même censé être leur hit. Ensuite, restera à voir ce que donneront des tests d'appréciation auprès des visiteurs qui seront certainement effectués pendant les vacances. On verra bien, mais il n'empêche que moi, ça c'est un truc qui m'embête à titre personnel parce que je me dis, ces visuels m'embêtent. C'est un peu comme la 3D de Star Tour dont on parlait déjà il n'y a pas si longtemps. En 2011 ou 2012, quand l'attraction a ouvert, pas de problème, ok, c'était dans les codes. Maintenant, quand vous tapez la scène de Jakku d'un côté et puis les anciennes scènes à côté, la 3D pique. Parce que, bah oui, il y a une différence de moteur de rendu, bien entendu. D'ailleurs, je profite que tu dises Jakku. Parce que par rapport à l'histoire, alors moi je suis pas côté technique autant que toi parce que je sais que c'est ton dada, moi je suis plutôt du côté storytelling, histoire, création. Il y a un truc qui m'a beaucoup embêté. Emmerdé, vas-y, dis-le. Hein. C'est que… on s'en fout, vous censurez vous-même. Hein. Vous entendez, on part à Jakku. Bien. Maintenant, regardez le Star Destroyer que nous affrontons. Ça n'est pas possible. Non. Parce que depuis 30 ans, l'Empire s'est effondré.
les Star Destroyers que nous voyons dans les projections, donc la fameuse ancienne supernova et la projection de la destruction du Super Destroyer, c'est un Super Destroyer de l'Empire galactique. Ça n'est pas possible. Ça fait 30 ans que l'Empire s'est effondré et le Premier Ordre qui a construit ses propres vaisseaux n'ont pas cet aspect-là pour justement se démarquer et il y a un upgrade technologique. Ça fait 30 ans que ça s'est fait. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, quand on voit les TIE Fighters, donc les fameux vaisseaux de combat qui sont donc de l'Empire, puisqu'on est dans la thématique, c'est pareil, ce n'est pas logique. Soit on passe dans un univers de Star Wars qui se déroule entre les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit on est dans un univers qui se passe à partir du 7, mais dans ce cas, il faut changer la thématique. C'est pas possible. Il faut changer les visuels. Et ça, c'est vraiment un problème qu'il y a aujourd'hui. On va pas, encore une fois, on comprend les problématiques opérationnelles. Il y a besoin de sortir quelque chose autour de Star Wars. Racheter les licences Star Wars, ça coûte, bien entendu, donc il faut rentabiliser. Cela dit, là, c'est quand même censé être leur vitrine. C'est censé être l'attraction qui va leur faire vendre de la licence. C'est un outil pré-merchandising. Et le fait de ne pas accorder plus d'attention que ça à des détails, on est d'accord, bon, on coupe les cheveux en quatre. Cela dit, ne pas accorder l'attention à ce genre de détails, c'est inquiétant pour l'avenir. Parce que c'était le détail. Disney, c'était le détail. Quand vous regardez Discoveryland, vous regardez le pré-show du Millennium dans lequel on est aujourd'hui, c'était l'attention du détail. Vous avez de la Terre à la Lune, il y avait des petits marteaux au-dessus des files d'attente pour symboliser les pluies de météorites qui se fracassaient contre la file d'attente. Il y avait des incohérences aussi, bien entendu, mais il y avait un niveau de détail. Aujourd'hui, le détail, on a l'impression que sous prétexte que le visiteur va passer très vite dedans et finalement on ne va pas aller accorder l'attention à ça, donc il sera apathique à ce genre de choses, on n'a pas besoin de mettre. Eh bien non, parce que ça ne parle pas à nous, les fidèles, qui ont envie. Ça fait secte de dire ça. Mais, nous, les passionnés, on va dire. Voilà, les passionnés, les personnes qui ont envie de faire visiter ça à des gens pour leur montrer le détail, leur montrer l'intérêt de tout ça, eh bien, on s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas. Et c'est d'autant plus gênant quand on va commencer à proposer des passeports annuels à 500 boules et quelques ou 400 et quelques pour proposer un service parking en plus. Non, alors que les attractions sont en train foncièrement, désolé de le dire, même si elles sont à jour technologiquement parlant, et ça c'est très bien, elles sont en train de baisser en qualité en termes de storytelling et en termes d'attention aux détails. Alors, on verra ce que ça donnera avec Mission Breakout en Californie. Alors je vais juste rebondir parce que là je lis les commentaires. Il y a quelqu'un qui a ajouté un commentaire très intéressant, donc je n'étais pas au courant, Errare Humanum est. Pas de souci. Alors que je retrouve le commentaire. Faites bien de commenter parce que bon, on peut pas tout savoir non plus. C'est ça. On s'est documenté, mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Vas-y. Qui c'est qui m'a dit ça? Voilà, c'est Julien Davin. J'espère que c'est bien, je le prononce bien. C'est la bataille de Jakku qui se passe juste après le 6 comme dans Battlefront. Alors ça, c'est un élément qui est intéressant. Alors, je n'ai pas joué au jeu Battlefront d'EA Games. C'est l'univers étendu, c'est ça? C'est l'univers étendu, c'est l'extended universe. Sauf que, peut-être que tu as raison. Clairement, on peut ne pas tout savoir. Mais pour le public lambda, et je me positionne plus là-dedans, je suis un passionné de Star Wars, mais pas au point d'avoir tous les produits dérivés. Ça passe à la trappe, clairement. Et pour moi, j'entends Jakku, je pense à l'épisode 7, parce que c'est à partir de là qu'on entend cette planète. Si elle avait été, ne serait-ce que, on aurait entendu le nom dans un des épisodes précédents, nos problèmes, j'aurais dit que ça passe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on n'entend pas, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on sait clairement qu'on surfe sur la vague de l'épisode 7 et du 8 qui arrive à la fin de l'année, c'est juste pour ça. S'ils avaient dit directement, alors en plus là je peux rajouter un truc, on dit peut-être de Jakku. On ne voit pas Jakku. À aucun moment, on ne voit la planète Jakku. Elle n'est pas matérialisée. À aucun moment, on voit une projection de planète au loin qui justifierait le fait qu'on ne soit Jakku. Donc, vous la sentez venir la mise à jour de dire qu'à partir de l'épisode 8, c'est la bataille de Crète et puis voilà. Bon. L'épisode 9, c'est la bataille de trucs. L'épisode 10 sera la bataille de machin. Voilà, c'est juste. On parie. Moi, je prends les paris. On prend les paris. Allez, on prend les paris. Voilà. En tout cas, je te remercie quand même du commentaire. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'a pas la science infuse et personne ne l'a. Mais clairement, c'est un détail qui aurait pu être mis plus en avant ou qui aurait été justifié s'il était visible. On a une file d'attente. On a une opportunité de pré-raconter une histoire. Plutôt que de mettre des posters d'attraction, racontez le contexte. Voilà, plutôt que de mettre des posters, des véhicules, des trucs de combat, mettez la planète Jakku dans laquelle on va aller. Expliquez, la scène dont tu parles justement, pourquoi est-ce qu'on ne contextualise pas le truc en nous racontant un peu l'histoire. Enfin, il y a... C'est Disney, merde, il y a des moyens de raconter. C'est des posters, on va pas me faire croire que c'est compliqué de produire des posters. Surtout quand on a les matrices de Star Tours, on a plein de choses, ça peut aller très très vite. Bien sûr. Donc c'est encore un coup, je trouve, un peu manqué au final d'expérience. C'est un peu dommage. Mais... Voilà. Alors j'ai eu Brocéliande qui a salut Brocéliande d'ailleurs au passage, qui a donné son avis sur le confort des harnais. Oui. Alors et tu n'es pas la seule parce que beaucoup de gens se sont plaints, surtout les femmes, à cause des seins.
Le problème, c'est qu'effectivement, il y a ce plastron en cuir ou je ne sais pas quelle matière qui vient se plaquer contre la poitrine des gens. Nous, les hommes, effectivement, on n'a pas ce problème-là, mais le sein d'une femme est effectivement compressé. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu sur ce Space Mountain-là, donc les trains MK1212. Je n'ai pas eu d'équivalence pour Efteling. Je n'ai pas trouvé d'informations comme quoi eux aussi avaient eu des problèmes. Et bon, je ne connais pas d'autres exemples de MK1212 dans le monde, donc il faudra que je me documente un peu là-dessus. Mais c'est intéressant et c'est problématique, parce qu'effectivement… Un peu. D'autant plus qu'il n'y a pas que cette problématique avec vous, mesdames. Même pour les hommes, on a un problème simplement pour les personnes qui ont une corpulence hors norme. Hors norme. Et donc, du coup, mine de rien, c'est pas pour dire, mais bon, on va pas partir des problématiques de discrimination, etc. Et sur le premier, ils pouvaient tout à fait le faire. Sur le second, ce système de harnais les en empêche. Il y a eu des petits couacs pendant la soirée Star Wars, la soirée Star Wars qui avait eu lieu au début mai avant l'ouverture. Où des gens qui justement avaient pris le package pour aller faire Hyperspace Mountain se sont retrouvés devant le train, ils pouvaient embarquer, mais le harnais ne voulait pas se verrouiller. Il y avait un non, on ne peut pas partir. Et ils ont dû effectivement être remboursés de la différence parce qu'ils ne pouvaient pas finalement faire Étant donné que les harnais sont contrôlés électroniquement, chaque harnais peut être verrouillé ou pas, au lieu de l'intégralité de la rame où on ne vérifie même pas, il me semble. C'était juste, tout était contrôlé visuellement. C'est ça. Là maintenant, il y a un système de contrôle, vous verrez, quand vous rentrez dans la gare, vous avez un petit boîtier de contrôle où se trouve un des opérateurs, vous voyez la vue du train avec tous les harnais, et orange, je crois, déverrouillé, vert verrouillé. C'est ça. Donc bon, il y a un contrôle, et donc si un harnais dit « Ah, je ne suis pas verrouillé », le train il ne démarrera pas. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, ensuite, bon, évidemment, il y aura des évolutions. Parmi les évolutions que l'on souhaite, évidemment, difficile à dire, clairement, il a été conçu comme étant temporaire. Clairement. Parce que le réusage d'outils des médias, les trains qui ne sont pas corrélés, mais encore une fois, bon, ils designaient avant, clairement, ils veulent souhaiter surfer sur une mode qui est celle de Star Wars, et quelque part, c'est plutôt un bon coup. C'est ça, en fait, ça permet de créer un mini Star Wars Land à moindre frais. Star Tours 2, on nous l'a imposé de force parce qu'il n'y avait plus de production de bobines originales pour Andorre, donc on était obligé de passer à la nouvelle version. On avait Pass of the Jedi qui était un film produit pour les parcs américains dans le but d'utiliser effectivement le théâtre. Donc pareil, nous on n'avait plus qu'à le réimplanter chez nous. Et au final, Hyperspace Mountain avec les médias déjà produits. C'était du pain béni de créer un mini-land dans Discoveryland en surfant la vague Star Wars en payant le minimum. Tout à fait. Ensuite, un élément qui fait dire qu'effectivement cette attraction est temporaire, c'est simplement qu'aujourd'hui, prenons un exemple, celui du safety warning. Androland, si tu nous regardes, on a récupéré ta vidéo pour le coup parce qu'elle était très bien. Donc voilà. Franchement, tu as filmé au propre. Ouais. Nickel, impeccable. Donc, quand vous regardez cette vidéo de Safety Warning, évidemment, c'est la même, en tout cas, elle ressemble énormément à celle de Hyperspace Mountain. Cela dit, attention, produire une vidéo comme ça prend du temps, des ressources. Il a fallu réenregistrer l'intégralité du spiel de la dame. Il a fallu produire les visuels 3D que vous avez en arrière-plan, etc. Ça coûte pas rien. C'est pas comme nous quand on fait des vidéos éventuellement où on se dit on le fait pour le fun. Il y a des budgets engagés derrière. Il y a eu des budgets pour réadapter certains éléments du show puisque les projections du lift B sont maintenant en bien meilleure qualité. Donc il a fallu réadapter ça. Les trains, il a fallu recharger. Tout ça, ça prend de la ressource humaine, ça prend du temps, ça prend des ressources. Et donc du coup, dire qu'ils ont fait ça éventuellement juste pour les soft openings, c'est-à-dire 3 jours, c'est pas possible. Ils l'ont fait pour une autre visée. Ensuite, est-ce que Disney fera ça, remettra Mission 2 à partir de janvier 2018, ou est-ce qu'ils ne le feront pas parce que des tests de satisfaction clientèle auront montré que Hyperspace Mountain est plus populaire? Ça, c'est entre les mains du public, clairement. Mais clairement, les outils sont là. Il y a même une 3e version qui doit arriver, mais pas… potentiellement, mais pas tout de suite. Potentiellement pas tout de suite, mais il y a bien un 3e slot sur les consoles. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui sera prévu. Maintenant, au-delà de ça, la problématique majeure, c'est de savoir si Disney va rester sur Hyperspace Mountain ou pas. Et ça dépend de vous. Ça dépend des visiteurs. Ça, du public. Ça dépend des visiteurs. Maintenant, encore une fois, Hyperspace Mountain, on comprend qu'elle soit nécessaire, cette attraction. Effectivement, elle surfe sur les vagues Star Wars. Elle va certainement ramener du monde dans le parc. Et ça, c'est très bien. Parce qu'encore une fois, un parc, c'est une entité économique. Il faut que ça vive. D'un point de vue créatif, on vous a partagé un petit peu nos avis. Et donc, c'était l'objet de ce live. Alors maintenant… Je te propose qu'on finalise. Alors, avant de finaliser, on a 2 choses. Voilà. Une surprise qui vous attend à la fin. On a assez teasé quand même pour voilà. Et on a également… Oui, je t'en prie. Non, je disais juste, elle est top. Ensuite, ça, évidemment. Comment tu t'es décroché la mâchoire dimanche pendant J'ai eu la chance de la tester en avant-première. C'était hier soir. Et je suis sorti hyper souriant. J'étais heureux. Enfin, c'était
je dis pas que c'était le top Nec plus ultra, mais clairement, c'est un délire de passionnés qu'on s'est créé et c'était génial. Bref, ouais. Voilà. Donc on bon, en alors parlera déjà, dans 2 secondes. on en parle dans 2 secondes. D'abord, une autre petite chose. Là, je te laisse peut-être le crachoir pour le coup pour que tu puisses nous présenter ça. Bah merci, oui, effectivement. Alors là, on va quitter un peu l'univers de Space, du live, de tout ce qu'on a fait jusqu'à tout à l'heure. C'est parce que avec Joanne, donc j'inclus Joanne dans la boucle qui n'est pas là avec nous en ce moment, donc encore un petit coucou. J'ai lancé depuis, c'est hier je crois, un questionnaire en ligne qui a pour but de tester, de tâter un peu le terrain. Vous avez le lien donc, qui est affiché actuellement à l'écran et on le remettra dans la description. On va le mettre en description. C'est un questionnaire qui est relativement long, il y a plus d'une quarantaine de questions à l'intérieur dans lequel vous allez, je vais pouvoir voir si vous seriez, je dis bien vous, donc le public en général, seriez intéressé pour la création d'un nouveau parc à thème. Alors, vous emballez pas, j'ai eu pas mal de gens qui ont déjà dit « Wow, tu veux créer un nouveau parc, c'est super et tout ». Oui, alors enfin, on a un concept. Les sous. Hein, voilà. Clairement, là, déjà number 1, les sous, number 2, la politique, number 3, tout le reste. Bref. C'est ça. Mais avec Joanne et maintenant un peu plus avec Timekeeper en parallèle, enfin on va dire un peu plus en satellite, on a développé quelque chose, on a un concept, on a un projet, donc on aimerait bien savoir si ce projet qu'on est en train de créer un peu de notre côté sur notre temps libre aurait matière à se concrétiser d'une façon ou d'une autre et que si vous, donc le public potentiel, donc là je parle un peu en communication et en marketing, vous seriez susceptible de venir. Donc ce que j'ai besoin surtout, c'est que vous répondiez à ce questionnaire non pas comme un fan ou un passionné de parc parce que vous connaissez les parcs, mais comme un public lambda. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va venir toutes les semaines faire sa dose de BTM, de Pierre des Caraïbes ou de Space. Non, c'est quelqu'un qui va peut-être venir 2 ou 3 fois par an. Il va venir avec sa famille, il va venir peut-être pour loger à l'hôtel et qui va à ce moment-là prévoir un voyage. Donc, si vous avez aussi moyen, alors ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a plus on a de retours, mieux ce sera, partagez-le. Autour de vous, si vous avez des amis, de la famille, de l'entourage qui a peut-être 5, allez 10 minutes à consacrer à ce questionnaire, demandez-leur d'y répondre. C'est très important parce qu'au-delà de ça, ça va nous donner des arguments. Parce que s'il s'avère qu'effectivement il y a une demande, il y a quelque chose il y a un frémissement qu'on a senti qui peut se matérialiser, ben on va porter le projet, on va essayer d'aller beaucoup plus loin, on va essayer de créer quelque chose et qui derrière pourra peut-être, alors ça je croise les doigts, je croise tout ce que je peux, pouvoir le matérialiser en vrai. C'est-à-dire que voilà, on a des concepts, on sait ce qu'on veut y mettre, on aimerait pouvoir le réaliser, mais si par exemple majoritairement les retours disent non, le marché français du parc de loisirs, parc d'attractions est saturé parce qu'il y a déjà beaucoup trop de trucs, c'est tout. Ça va s'arrêter là, ça ira pas plus loin. Mais si derrière, à écrasante majorité, vous êtes en train de dire « Ouais, il y a quelque chose à faire, vous développez des thématiques, des univers, des choses qui n'existent pas, et peut-être que vous allez être le parc du futur, de la nouvelle génération. Alors je dis futur parce que nouvelle génération, pas dans le thème du futur. Bah, on aimerait porter. On est porteur de cette idée-là, on a envie d'y croire, donc c'est un peu avec vous qu'on aimerait le construire. C'est un moyen, on va dire, démocratique de proposer un projet pour que vous soyez impliqués dedans d'une façon ou d'une autre. Donc déjà le questionnaire, c'est une première étape. Répondez-y le plus sérieusement possible. Partagez-le autour de vous pour qu'un maximum de monde puisse y donner sa petite pierre à l'édifice. Et derrière, avec Joanne, avec Timekeeper, on va essayer de synthétiser tout ça et de dire, ok, on tient peut-être quelque chose ou peut-être qu'il n'y a pas quelque chose. Et dans ce cas-là, la suite avancera. Donc, je vous remercie d'avance. Effectivement, merci Timekeeper de me laisser l'opportunité de le dire. Regardez le lien, prenez le temps de répondre au questionnaire, transmettez-le autour de vous, faites en sorte qu'il y ait un maximum de réponses. Et écoutez, on verra pour la suite. Parfait. Et donc, du coup, on en vient à la surprise. Voilà, la surprise. Alors, c'est un truc effectivement assez fun. La surprise, elle est très simple. Le principe de base de cette surprise, c'était de se dire, quelque part, bon, Hyperspace Mountain est ce qu'il est. Certains d'entre nous peuvent le qualifier de blague. En termes de thème, on s'entend bien. Donc, quitte à faire une blague, autant en faire une drôle. Alors, je ne sais pas qui parmi vous connaît le film La folle histoire de l'espace. Normalement, c'est quand même un petit peu un classique, puisque c'est l'une des meilleures parodies de Star Wars qui existe. Et la question était de se poser, écoutez, pour ceux d'entre vous qui finalement le thème de Hyperspace Mountain, on l'accepte parce que voilà, mais finalement, on aimerait bien avoir quelque chose d'autre. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre truc? Et en l'occurrence, ce que j'ai fait là en un peu speed, mais bon, c'est à l'arrache, mais vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est propre, même si c'est speed. Clairement, on ne sent pas que ça a été fait à l'arrache parce que, comme tu as dit, c'était en mode délire, mais c'était fait en mode délire simple. C'est un gros délire. C'est un gros délire. Donc, du coup, en fait, je vous propose une petite version adaptée de Spaceballs, donc de la folle histoire de l'espace. Donc, qui est en anglais, qui s'appelle Spaceballs, réalisé par Mel Brooks. Exactement, par Mel Brooks, ce génie comique des années 80, 70, 80, 90 et qui a marqué beaucoup de générations. On vous propose en fait une version de Hyperspace Mountain
adapté avec la folle histoire de l'espace, donc casque noir, donc le président Hellbrouf, etc., etc., avec les Spaceballs qui sont à vos fesses. Vous allez franchir la vitesse démesurée et tout le bazar. Donc en gros, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez retrouver dans quelques instants les liens en description de cette vidéo. Au pire, regardez, normalement Inside the Magic a dû republier. Il y a dû y avoir quelques ED92 a dû republier, donc on va voir qui a republié, etc. Mais en tout cas, jetez-y un petit coup d'œil, d'accord? J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fera marrer, parce que c'est d'abord et avant tout le but de ce truc-là. En tout cas, toi, vu comment tu t'es démonté la mâchoire, ça m'a donné une grosse envie de me dire, ok, apparemment ça marche. Bon, vous pouvez le tester sur la montagne. Ensuite, attention, j'attire votre attention là-dessus, faites bien attention. Faites attention à ce que vous faites. Si vous ne connaissez pas parfaitement Space Mountain, ne le faites pas, ça peut être problématique. Et moi, dans tous les cas, c'est pas ma faute si jamais vous mettez votre smartphone, donc ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr. Surtout, pour ça, il y a une vidéo en ligne. Faites-le de manière sécurisée. Voilà, regardez la vidéo et si vraiment vous avez envie, vous êtes chaud patate pour le faire, mais ne risquez pas votre sécurité et la sécurité des gens avec vous dans le train. Et plus encore, ne mettez pas en difficulté les cast members qui auront envoyé le train avec vous à bord. Les pauvres cast members, eux, risquent de se faire engueuler pour un truc comme ça. Donc faites-le clean, soit la vidéo, et c'est le meilleur moyen, je pense. Si vraiment vous voulez le faire dans l'attraction, si vous savez ce que vous faites. Et faites-le en sachant parfaitement comment vous le faites et ne mettez pas en danger les autres, vous-même et les employés qui vous ont envoyé dans la montagne. Voilà, donc du coup, Hyperspace Mountain, bon, désolé pour le nom, donc The Roller Coaster pour ceux qui connaissent le truc, puisqu'il y a du merchandising dedans, donc attention parce qu'elle est un petit peu au vitriol comme parodie, puisque j'ai un petit peu bidouillé certaines petites choses à la fin, histoire de renvoyer quelques messages comme il faut bien. Donc voilà, donc c'est disponible, c'est en ligne, je vais publier ça sur mon channel YouTube et rebalancer ça sur nos pages respectives, avec les liens vers ton questionnaire pour le coup aussi. Et ceci nous amène mine de rien sur la fin de ce live. Donc eh bien, on espère que tout ceci vous a plu et que, que les commentaires que vous avez pu lâcher auront été tous bien partagés, bien lus et bien interagis. Nous, on va tous les lire, on va y répondre. Voilà, même si, reprendre le temps. Même si on ne répond plus à vos commentaires dans l'immédiat, je prendrai un peu de temps tout à l'heure pour vous répondre en privé, entre guillemets, histoire d'aller un peu plus loin dans la discussion, parce que c'est un live, je veux qu'on interagisse ensemble. C'est plus intéressant si on partage notre passion, on partage nos points de vue, parce que de toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, voilà. Donc voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain live. Et à nouveau, dans l'antichambre, dans le labo, ici présent au visio. Et sur ce, très très bonne soirée à tous. Ridez bien et que la force soit avec vous. Que la force de l'astuce soit avec vous. Bye bye tout le monde. Bye.